Donc, on va passer à... Alors, c'est compliqué là, que je n'écorche pas. À Chirette Rexage, qui est infirmière, professeure associée à l'Institut et les Hautes Écoles de la Santé de la Source à Lausanne, au laboratoire d'enseignement et de recherche en santé mentale et psychiatrie. Elle va nous parler des bienfaits d'une intervention précoce brève auprès des proches aidants de patients souffrant de troubles psychiatriques. Merci. Alors bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Oui, j'aurais pu préciser que j'étais ravi de te rencontrer, que je t'ai souvent lu dans Santé mentale, que j'apprécie ce que tu fais avec Jérôme Favreau. Merci. Mais comme il faut faire court, j'ai fait court. Oui, parfait. Alors, je remercie beaucoup le comité d'organisation et le comité scientifique de me donner l'opportunité finalement de vous parler de mon sujet de thèse en sciences infirmières. Et vous verrez, tout au long, je vais vous parler du sujet qui m'a animé pendant ces 5 dernières années. Et aussi, vous verrez un peu mon parcours, par où je suis passée, parce que l'idée, à la fin, c'est qu'on puisse en discuter de cette possibilité d'un profil académique dans les sciences infirmières. Alors, ma présentation se repose sur un plan de présentation un peu ordinaire, ce qui est attendu à l'université. Donc, j'ai fait une thèse par article. Donc, je vais commencer par reposer la problématique et les enjeux autour des proches aidants dans le domaine de la psychiatrie. Et ensuite, je vous parlerai du cadre méthodologique, de l'application finalement de cette recherche qui a eu lieu et quelques résultats. Et on terminera sur les perspectives, la discussion et la perspective. Comme c'était une thèse sur article, en fait, les exigences à l'université, c'est que les différents articles reposent sur les savoirs empiriques, théoriques, et ensuite soient insérés dans le document de thèse de manière fluide. Donc, vous verrez dans le plan que à chaque fois que je fais référence de certains aspects, il y a l'article qui a été ou soumis ou publié qui va être présenté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies psychiatriques ont un ampleur majeure pour la population générale. En Suisse, les différents rapports statistiques montrent qu'environ 18% de la population suisse souffre de problèmes psychiques moyens à majeurs. Donc c'est vraiment énorme, une personne sur 5 là qui est atteinte dans sa santé mentale. En plus, les différents troubles qui ont été retenus dans ma thèse sont par ailleurs retenus comme affection prioritaire selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, le projet concernait autant la schizophrénie, les psychoses débutantes, les troubles bipolaires, les dépressions majeures. Non seulement c'est des affections prioritaires, mais en plus ces troubles apparaissent souvent dans la partie adolescence, jeune adulte, donc pouvant avoir un impact considérable pour la personne, mais également pour les proches. Donc ça nous a vraiment intéressé de voir comment on peut accompagner les proches à ce moment-là, dès les premiers signes de la maladie. Un autre constat qui a été fait dans les hôpitaux suisses, c'est que c'est sûr qu'il y a eu le développement de la psychiatrie communautaire, chose qui a été beaucoup appréciée par les patients, par les familles, par les soignants, parce qu'il y a eu tout le mouvement de la psychiatrie communautaire, les soins dans la communauté. Mais toutefois, ça a impliqué une réduction des lits au milieu hospitalier, une réduction aussi des durées de séjour, et la conséquence de ça pour les patients et pour les proches, c'est qu'il y a eu une augmentation considérable des hospitalisations. Donc en fait, les proches du coup doivent non seulement gérer les post-crises des patients, mais aussi intervenir parfois dans des situations aiguës parce que le patient sort de l'hôpital de manière précipitée, étant donné que les durées de séjour sont raccourcies de manière considérable. Pour
Pourquoi s'intéresser aux proches aidants? On sait que dans la littérature, les proches aidants ont un fort potentiel de rétablissement pour les patients. Donc ça a été vraiment démontré dans la littérature scientifique que si un proche aidant a un rôle actif auprès du patient, son état de santé s'améliore, son état mental s'améliore de manière considérable. Du coup, le rôle actif du proche aidant participe au rétablissement du patient. Toutefois, ce rôle n'est pas sans implication pour les proches aidants, puisque si on est dans un rôle actif en tant que proche aidant, ça peut affecter le proche s'il n'est pas soutenu notamment par les professionnels de la santé ou des soutiens par les associations. Et la littérature relève qu'ils peuvent eux-mêmes commencer à souffrir dans leur propre santé, notamment de l'anxiété, de détresse, des troubles physiques et d'une surcharge psychologique, fatigue, troubles de sommeil. Donc, j'avais plusieurs intérêts de m'intéresser à ce qui se passait pour les proches, afin de limiter aussi non seulement de favoriser le rétablissement pour les patients, mais aussi de limiter les conséquences négatives pour les proches eux-mêmes. Donc, le but de la thèse, c'était d'explorer, déjà de concevoir et d'explorer en fait une intervention individualisée pour les proches aidants, et ceci dès les premiers signes de la maladie chez les patients qui souffrent de troubles psychiatriques. Donc ça, c'était les buts proposés au début du parcours, et vous verrez que peut-être il y a un peu de modification au cours de route. Pour ceci, je me suis basée sur une méthodologie de développement d'intervention. Donc, on en a parlé durant la matinée de types de recherche qu'on peut avoir. Est-ce qu'on se repose sur les méthodologies explicatives, compréhensives? Et en fait, dernièrement, il y a tout ce moment dans les soins infirmiers de pouvoir se reposer sur des méthodologies de construction d'intervention. Donc, quand on réfléchit les interventions infirmières, c'est aussi de pouvoir les développer, les concevoir et se reposer sur des méthodologies qui sont cohérentes avec les interventions, indépendamment des courants de recherche qui peuvent être explicatifs ou compréhensifs. L'idée, c'est de permettre une bonne construction d'intervention. Cette méthodologie s'appelle Mapping Intervention Design, qui comprend 6 étapes. Donc, la première étape consiste à évaluer les besoins de la population qui nous concerne. Donc, dans notre cas, c'est les proches aidants. Mais pas seulement les proches aidants eux-mêmes, mais aussi de regarder au niveau du système sanitaire, est-ce qu'il y aurait besoin d'une nouvelle intervention ou d'améliorer les interventions existantes. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait avec les proches aidants, avec les professionnels de la santé, pour pouvoir évaluer quels sont les besoins. Ensuite, dans la deuxième étape de cette méthodologie, c'est de planifier les étapes à poursuivre, et notamment de voir des activités précises par rapport à l'intervention, de faire une recherche de littérature, de voir ce qui existe ailleurs, et pour arriver en troisième étape, d'avoir des idées de programme, concevoir un pré-programme qui repose sur la littérature, mais aussi sur les besoins de la population concernée dans un contexte donné. La quatrième étape, c'est là où les idées de programme, les connaissances théoriques sont conçues autour d'une intervention. Dans mon cas, c'est le programme ensemble, et qui a été validé par des professionnels de la santé et les proches aidants eux-mêmes. Donc, il y a eu tout un processus de validation, des retours auprès d'eux pour pouvoir valider l'intervention qui va être mise en œuvre et évaluée afin de répondre aux exigences d'un développement d'intervention. Donc, je vais être assez brève dans les 4 premières étapes, parce que finalement, ça repose sur des recommandations scientifiques, sur l'intégration des connaissances théoriques, sur les offres existantes, et du coup, il y a un nouveau programme si tel était le besoin.
Donc, qu'est-ce que la littérature nous dit concernant les interventions auprès des proches aidants et les enjeux pour la recherche? C'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de développement de programmes psychoéducatifs qui se sont démontrés vraiment efficaces en ce qui concerne le fonctionnement psychosocial et familial, et aussi les rechutes auprès des patients. Donc, c'est des programmes, peut-être vous connaissez en France le programme Profamie dans le cas de la schizophrénie, ça a été beaucoup implanté en Suisse pareillement, ou d'autres types de programmes psychoéducatifs. Mais toutefois, toutes les recommandations de ces différentes études expérimentales disaient qu'il y a un besoin en fait d'ajuster les programmes pour répondre aux besoins des proches aidants eux-mêmes et favoriser le rétablissement psychologique des proches aidants, et notamment par la reconnaissance du rôle d'aidant. Donc, ce qui se passait, c'est que les programmes psychoéducatifs jusqu'alors étaient davantage centrés sur le diagnostic du patient, sur les connaissances à avoir autour de la maladie, sur les stratégies à avoir en tant que proche, mais très peu prenaient en considération les besoins des proches aidants eux-mêmes, qu'est-ce que ça suscitait et comment on peut développer un rôle d'aidant. On n'est pas aidant, ça nous tombe dessus un jour, là, il y a une maladie qui arrive dans notre entourage. Donc, comment on peut, en tant que professionnel de la santé, accompagner le proche à entrer dans un rôle d'aidant et puis le reconnaître dans ce rôle comme partenaire véritable au niveau des soins. Donc, les recommandations, en fait, tous les auteurs là recommandaient des interventions individualisées. Vraiment que ça soit individualisé, alors que jusqu'alors, beaucoup d'interventions se faisaient en groupe. C'était des interventions standards, donc on avait les séances qui étaient proposées à l'avance, le but des séances qui étaient proposées à l'avance. Donc voilà, c'était vraiment des interventions standards. Et les recommandations nous disaient qu'il faut individualiser les interventions pour les proches aidants pour leur permettre d'avoir un soutien émotionnel, de reconnaître leurs besoins, de donner des informations concernant les maladies, mais aussi les doubles diagnostics, parce qu'un patient qui souffre de schizophrénie, par ailleurs, il peut souffrir de dépression ou consommer des substances, et le proche, lui, il doit faire face à ce genre de problématiques dans le quotidien. C'est l'anédonie dans la schizophrénie qui est un des symptômes négatifs de cette maladie. Les proches aidants, du coup, étaient pas mal empruntés face à ce symptôme de se dire mais comment on peut aider notre proche à retrouver du plaisir, à retrouver des initiatives. Nous, on ne veut pas supprimer la maladie, mais on aimerait juste pouvoir l'aider au quotidien parce que ça nous fait souffrir également. Donc, en fait, l'idée des interventions, c'était de pouvoir cibler le plus possible aux besoins des proches, donner les informations précises et accompagner ce rôle d'aidant. Et c'est là, du coup, interviennent aussi au niveau de la discipline infirmière tout ce qui est cas théorique pour essayer de nous aider dans les interventions à proposer. Comment on peut accompagner un individu, en l'occurrence les proches aidants, à se reconnaître en tant qu'aidant et puis prendre en considération leurs propres besoins indépendamment du diagnostic du patient. Donc on est là à diagnostic, là on est dans une intervention vraiment basée sur les besoins du proche lui-même. Au niveau disciplinaire, je me suis basée sur deux cadres théoriques. Donc, le Neumann System Model qui vient de la discipline infirmière et le modèle et processus du rétablissement qui nous vient de la psychologie. L'idée était de voir, de pouvoir répondre aussi aux recommandations scientifiques qui nous disaient d'individualiser, prendre en considération les besoins des proches, mais aussi dans une perspective de rétablissement psychologique. Donc, je vais être aussi assez brève par rapport à ces deux modèles théoriques, mais pour Neumann, en tout cas, un des concepts fondateurs du programme Ensemble, c'est le concept de santé, puisqu'elle considère la santé sur un continuum, donc entre santé, bien-être et maladie. La personne, elle est en santé du moment où elle a toutes les ressources à disposition pour faire face aux stresseurs de la vie, au quotidien de la vie. Elle peut préserver son harmonie, son équilibre personnel. Elle développerait une maladie, une détresse, du moment où les ressources pour faire face à ce qui lui arrive ne sont plus disponibles, ne sont pas. Et ce qui est vrai aussi pour les proches aidants, puisque ils développent pas forcément une maladie
psychiatrique ou un diagnostic médical, mais toutefois, ils sont fortement diminués en termes de ressources pour faire face à l'expérience d'aidants dans les troubles psychiques. Neumann nous propose également de considérer 5 variables qui constituent l'individu, donc en termes physiologiques, psychologiques, socioculturels, développementaux et spirituels. Donc, pour proposer une intervention ciblée, il faut connaître comment la personne elle est constituée, quelles sont les ressources dans ces 5 variables pour pouvoir l'accompagner. Une fois que cette évaluation est faite, interviennent les interventions, ça peut être des interventions médicales, ça peut être des interventions psychologiques, infirmières, mais l'intérêt de ce modèle, c'est de pouvoir vraiment s'intéresser à l'expérience de santé de la personne en face de nous. Le modèle et processus de rétablissement, selon Andresen, lui, il repose sur 4 concepts essentiels, fondamentaux, là, qui sont l'espoir, l'identité positive, le sens de la vie et l'autodétermination. Donc, ce modèle a été beaucoup étudié auprès des patients, peu auprès des proches, mais toutefois, il y a une littérature assez minime qui est aussi auprès des proches aidants, puisqu'il y a une perte d'espoir dans le parcours d'aidants. Là, c'est quand même un parcours de combattant, et il peut y avoir une perte d'espoir, une identité qui est perturbée. J'étais mère, j'ai cru que j'ai fait une bonne éducation, et là, je ne sais plus où j'en suis. OK. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider mon fils? Comment je peux contribuer? Donc, en plus, on sait que dans les maladies psychiatriques, le rôle de la mère, elle a été pas mal critiqué. Là, donc, du coup, c'est comment redonner confiance, par exemple, aux parents, de se dire, mais c'est pas que en lien avec l'éducation, c'est les maladies psychiatriques, c'est des facteurs multiples, donc d'accompagner de nouveau une identité d'aidant plus positive et donner un sens à la vie, non seulement pour le proche aidant, mais aussi pour le patient, parce qu'il y a une perte d'espoir. Est-ce qu'un jour, mon proche malade va se rétablir ou pas? En plus, dans ce modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 étapes essentielles. Donc, ça nous permettait, durant le programme avec les proches, de considérer où pouvait être situé le patient dans les étapes de rétablissement, puis de cibler ensuite les interventions. Donc, le but du modèle et processus de rétablissement, c'est de redonner sens à la vie et reprendre la vie en main malgré et avec la maladie. Donc, pour les proches aidants, c'est de pouvoir reprendre sa vie en main en tant que personne, en tant qu'aidant, malgré et avec la maladie du proche qui l'accompagne. Donc, ces 5 étapes qui sont l'étape moratoire. L'étape moratoire, c'est vraiment ce début d'entrée dans la maladie, le déni de la maladie. Pour les patients, souvent, c'est la non-acceptation des soins psychiatriques. On sait aussi que la psychiatrie a un tabou dans la société, donc la non-consultation pour se faire aider. Et tout ce que ça peut susciter comme difficulté pour le proche aidant quand le patient n'accepte pas d'aller se faire aider. Donc le proche, lui, il est présent, donc il ne peut pas non plus partir. La personne souvent habite avec le proche. Ensuite, il y a la phase de conscience où la personne commence à considérer son trouble, à prendre conscience, qui est souvent une étape assez délicate pour les patients parce que jusqu'alors, ils étaient peut-être en déni, mais là, ils disent, moi, avec ma schizophrénie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? Donc souvent, cette phase de conscience, elle est accompagnée d'une détresse psychologique énorme, et notamment les études montrent qu'il y a un risque de passage à l'acte au niveau suicidaire qui est augmenté dans cette étape-là. Donc, et puis par la suite, la personne, elle est dans la phase de préparation, justement, où elle commence à considérer les différents services de santé mentale et puis à se faire aider, reconstruire le projet de vie malgré avec la maladie, puis finalement continuer parce qu'elle arrive à gérer sa vie. Pour le proche,
on a pu aussi démontrer qu'en fait, ces étapes de rétablissement psychologique sont vraies aussi. Quand il y a une maladie psychologique, psychiatrique dans l'entourage, souvent les proches ils disent non, mais c'est dû à la personne. Ils ont du mal à identifier si c'est la maladie ou la personne. Donc, accompagner le proche à prendre conscience qu'en fait, le patient souffre véritablement d'une maladie psychiatrique et c'est pas ses propres choix. Notamment, ce qui est vrai dans les addictions, les proches ont l'impression que la personne ne fait pas d'efforts pour diminuer. Et du coup, il y a beaucoup de colère envers le patient. Donc, du coup, l'idée, c'était de reposer le programme ensemble aussi sur ces principes-là pour pouvoir avoir des interventions ciblées pour le proche aidant, là où il en était par rapport à l'acceptation de la maladie du patient. En synthèse, on était assez surpris de constater qu'il y avait une seule étude qui présentait une intervention individualisée au niveau mondial. Et en plus, cette étude présentait un programme qui était autogéré. Donc, ça ne répondait pas à ce besoin d'accompagner le proche aidant à reconnaître son rôle d'aidant. Donc, c'était autogéré, en ligne, peu d'interaction avec les professionnels. Et en plus, c'était une étude dans les psychoses. Donc, ça centrait de nouveau le diagnostic des patients et puis pas les besoins des proches. Donc, c'était de nouveau centré sur le diagnostic et les enjeux qui sont autour du diagnostic médical du patient. Donc, il y avait une importance vraiment de réduire le fossé entre les recommandations, les constats qu'on faisait auprès des proches aidants et ce qui existait dans notre contexte, mais aussi au niveau mondial. Donc, c'est pour ça qu'on a développé le programme Ensemble, qui est une intervention précoce, individuelle pour les proches aidants de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Cette intervention a été développée dans le cadre de ma thèse à l'université de Lausanne, mais en collaboration avec l'ILO, qui est une association de proches de troubles psychiques dans le canton de Vaud, et en collaboration aussi avec le département de psychiatrie du CHUV, un centre hospitalier. Donc là, je vais être un peu plus précise par rapport au programme Ensemble. Et puis s'il y a des questions, c'est volontiers que je partage. Je suis là un quart de main, donc n'hésitez pas à venir me voir. Donc il s'agissait là pour les proches aidants de proposer une intervention individualisée, brève, efficace et qui ne prend pas beaucoup de temps parce qu'ils sont déjà surchargés. Pour la plupart d'entre eux, doivent travailler à côté, gérer la maladie du patient. Donc il fallait quelque chose d'efficace rapidement. Donc c'est une intervention qui comprend 3 sessions. Donc la première session, c'est une rencontre d'évaluation. Donc là, basée sur différents outils cliniques que je vais revenir après. Donc l'idée, c'est de faire le point par rapport aux besoins, aux difficultés, aux émotions douloureuses, mais aussi aux ressources sociales qui peuvent exister pour le proche. Et ensuite, d'être capable de proposer un soutien efficace en 3 rencontres qui est modulé selon ce qui est sorti dans la rencontre évaluation. Et puis finalement, une dernière rencontre pour finaliser le travail accompli et planifier la suite. Donc c'est un programme assez bref de 5 séances d'1 heure pour permettre aux proches de trouver un équilibre dans son rôle et préserver son bien-être. Donc le programme repose sur ces différents enjeux théoriques que je vous ai présentés et les recommandations scientifiques. Donc déjà par rapport à l'engagement dans le processus de soutien, il y avait vraiment un besoin de considérer le proche en tant que personne ressource pour le patient, lui redonner la valeur en tant que proche aidant. Donc l'accueillir aussi dans des attitudes chaleureuses, non jugeantes. Pour la plupart d'entre eux, ils avaient plutôt une colère envers les systèmes de santé où ils n'avaient pas eu de réponse, où ils se sentaient pas reconnus dans le rôle d'aidant. Donc il y avait dans les attitudes soignantes là ce besoin de soigner l'accueil, ce qui favorisait par la suite l'engagement dans le processus de soutien.
Ensuite, pour faire cette rencontre-évaluation basée sur les besoins, les émotions douloureuses, les ressources, nous avons sélectionné des outils cliniques pour pouvoir reposer vraiment l'évaluation sur des choses qui existaient pour la plupart, notamment ELADEP, peut-être vous connaissez, c'est un outil clinique qui existe auprès des patients qui mesure 21 domaines de la vie. Ça peut être le travail, les relations sentimentales, mais aussi la santé physique, la santé mentale. Excusez-moi, il y a un poster qui va le présenter tout à l'heure. Non? Non? Ah. Donc là, comme il fallait que je sois brève avec les proches aidants, donc en fait, on a développé une application sur tablette de cet outil-là pour pouvoir l'utiliser de manière plus efficace. Ensuite, pour les émotions douloureuses, on sait que c'est compliqué de pouvoir verbaliser rapidement les émotions douloureuses. On sait que c'est difficile aussi de pouvoir les identifier, de pouvoir les nommer. Donc, on a construit un outil qui mesure les émotions douloureuses basé sur le même principe que ELADEP, avec des cartes pour que ça soit ludique. Et il reprenait 8 émotions douloureuses les plus pertinentes qui sont sorties dans la littérature, qui sont la colère, la tristesse, mais aussi l'impuissance et l'anxiété et le jugement des autres. Et finalement, la carte réseau, c'est aussi un outil clinique qui est utilisé auprès des patients. L'idée, c'est d'évaluer les différentes personnes significatives auprès du patient, déjà dans l'entourage proche, mais aussi dans l'entourage auprès des professionnels de la santé. Donc, c'est un outil qui a été adapté, du coup, qui a été repris pour les proches aidants dans le programme Ensemble. Le soutien, lui, c'était des idées d'activités infirmières, c'était des idées qui étaient bien développées, là, basées sur la littérature, mais le principe consistait à pouvoir moduler le soutien selon ce qui est sorti dans la première étape. Donc, on n'allait pas pouvoir offrir des informations, surtout à tous les proches, ou des gestions des émotions douloureuses à tous les proches si ce n'était pas nécessaire. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vraiment moduler le soutien en fonction de ce qui sortait. Donc, pour explorer la faisabilité et l'acceptabilité du programme, donc, on a mis en place ce programme dans le service de psychiatrie communautaire du CHUV. Donc, ça pouvait se faire soit dans la consultation, soit à domicile des participants. Donc, moi, j'avais un rôle d'infirmière clinicienne spécialisée à ce moment-là. Donc, c'est moi qui prodiguais le programme. J'étais supervisée par un médecin-chef de clinique qui me supervisait par ailleurs dans les soins auprès du patient. Et il y avait 2 temps de mesure pré-post-test qui étaient assurés par une assistante de recherche qui était indépendante au suivi des participants. Donc, en tout, par rapport à la phase exploratoire de la faisabilité, nous avons suivi 21 proches. Donc, là, je vais être assez brève, mais ce qui est intéressant, c'est que tout type de relation a été présenté, donc les parents, les frères et sœurs, les époux, mais aussi les enfants de patients. Pour la plupart d'entre eux, ils vivaient dans le même lieu de vie que le patient et environ 60% d'entre eux, ils avaient un contact journalier avec le patient. Au niveau des diagnostics, donc comme on voulait quelque chose à diagnostic à la base, on voit quand même que la schizophrénie continue à être surreprésentée dans le besoin d'aide auprès des proches. Donc ça, 60% d'entre eux disaient que le patient souffre d'une schizophrénie. Et pour la plupart d'entre eux, la durée de la maladie dépassait les 3 à 10 ans, là, alors qu'on voulait une intervention plutôt précoce. Donc voilà, donc on viendra dans la discussion par rapport à ça, mais là c'était vraiment un peu une surprise de voir comment c'est difficile de cibler aussi les proches dans les phases précoces de la maladie. Un autre résultat qui est surprenant et en même temps que corrobore avec la littérature, c'est que la plupart des proches travaillent à côté. Environ 70% d'entre eux, ils avaient une activité professionnelle, salariée ou indépendante. Et par ailleurs, ils devaient assumer leur rôle d'aidant auprès du patient.
Et pour l'ensemble d'entre eux, c'était la première intervention individuelle, chose qui n'était pas étonnante parce qu'aucun programme individualisé n'existait jusqu'alors. Après, là, vous trouvez un des articles qui a été publié qui présente vraiment l'approche utilisée, tous ces fondements théoriques et les recommandations scientifiques, et puis sur quoi repose la conception du programme ensemble. Donc, c'est une approche qui est utilisée pour cibler le soutien. L'idée, c'est vraiment que ça soit bref et que ça réponde aux besoins du proche. Ce qui est sorti quand même comme problème prioritaire chez les proches, donc c'est en 3 catégories. D'abord, centré sur soi en tant qu'individu, notamment les craintes en lien avec l'hérédité, l'équilibre personnel, la solitude. Là, j'ai en tête l'exemple d'une jeune participante de 22 ans qui a suivi le programme Ensemble. Son père souffrait de troubles bipolaires. Et elle avait besoin vraiment de savoir quel est le risque qu'elle encourait, puis comment elle pouvait continuer à préserver son équilibre personnel. Ensuite, il y avait des problèmes prioritaires ciblés sur le patient, donc le proche malade, de savoir quel est le rôle pour continuer à le maintenir dans le bien-être, dans l'autonomie, et comment le motiver à garder un suivi thérapeutique. La 3e catégorie, ça concerne la relation proche-patient. Et là, c'est vraiment des craintes par rapport au projet de vie du patient. Donc, comment ça peut impacter l'évolution du rôle d'aidant suivant le projet de vie que le patient va mettre en place. La libération du fardeau également. Comment, en tant que proche, je peux me libérer de ce fardeau? J'arrive pas à tout assumer. Est-ce que j'ai le droit de pas le faire ou pas? Donc ça, c'était vraiment très intéressant de pouvoir les accompagner là-dedans. Et aussi l'équilibre familial. C'est que on a un enfant qui est atteint de schizophrénie, mais par ailleurs, il y a des frères et sœurs, il y a toute la fratrie, il y a les autres enfants, il y a les autres membres de la famille. Et comment on peut continuer à préserver l'équilibre familial et se décentrer de la maladie de la personne malade. Donc là, je vous parlais tantôt de cette jeune fille qui disait que le problème prioritaire, c'était pour elle les risques personnels en lien avec l'hérédité de la maladie. Mais par ailleurs, quand on a fait la DEB, on a vu qu'il y avait des difficultés, des besoins d'aide dans plusieurs domaines de la vie, notamment la santé psychique. Donc, elle commençait vraiment à être épuisée elle-même, à avoir des difficultés au travail et surtout dans les relations sentimentales, donc à se mettre aussi en danger dans les relations sentimentales. Au niveau du besoin prioritaire qu'elle avait ciblé, c'est connaître la maladie et évacuer son angoisse, puisque jusqu'alors, elle n'était pas du tout impliquée dans le projet thérapeutique de son père, étant donné que c'est la fille et le père est adulte et les professionnels de la santé n'avaient pas pensé à la faire venir pour en discuter puis voir comment elle vivait la maladie. Au niveau des émotions douloureuses, donc je vous disais, c'est ces cartes qui permettaient aux proches d'identifier quelles étaient les émotions douloureuses les plus présentes ou pas ces 2 dernières semaines. Et puis ça nous permettait de cibler le soutien par rapport à gérer une émotion douloureuse. Donc c'est vraiment, par exemple, si je prends l'exemple de la colère, donc le proche, il prenait la carte et il pouvait dire si c'est présent ou pas. Et puis ensuite, si c'est présent, est-ce que la colère intervient de manière occasionnelle, souvent ou de façon continue. Puis après, on ciblait s'il y avait un besoin de soutien supplémentaire ou pas par rapport à la colère. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'émotions de type peur pour l'avenir, des incertitudes, l'inquiétude ou la tristesse pouvaient être identifiées rapidement parce qu'il y avait une question d'emblée. Et quand on faisait l'évaluation des émotions douloureuses, l'impuissance, c'était une des émotions qui sortait aussi très souvent, que les proches n'avaient pas pu identifier qu'en fait, ils se sentaient impuissants face à leur rôle d'aidant. Donc là, au niveau des difficultés, des besoins, des émotions prioritaires qui sont sorties chez les 21 participants, c'est vraiment, ça concernait la famille, les enfants, dans les difficultés principales, les relations sentimentales,
Donc, si c'était des couples, parce que ça pouvait vraiment avoir des conséquences négatives, mais aussi les relations père-mère quand il y avait un enfant malade. Ça mettait en épreuve la relation parentale là, et en difficulté parce qu'ils n'arrivaient pas à se rejoindre sur une ligne à voir dans l'aide auprès de la personne malade. Pour la plupart des proches qui ont suivi le programme, leur santé psychique était vraiment discutée parce qu'ils disaient mais on est à bout, on est épuisé, on n'est pas aidé, on ne nous comprend pas ce qu'on est en train de vivre en tant que proche. Donc voilà, après les besoins d'aide non comblés urgents pour les proches aidants, c'était la santé psychique, donc leur propre santé psychique et les enfants. Au niveau de la faisabilité et l'acceptabilité du programme, donc là c'est le deuxième article qui a été publié. Donc nous avons fait différentes analyses que je vais vous présenter brièvement. Donc le programme, il faisait 5 séances. Avant que le proche participe au programme, il y avait des mesures standards avec des questionnaires qu'on avait sélectionnés au préalable pour mesurer leur niveau de santé, leur optimisme et leur bonheur. Donc, c'est des questionnaires standards et en pré-test, une fois qu'ils avaient terminé le programme, ils faisaient les mêmes questionnaires et on avait également un entretien dirigé pour apprécier qualitativement le programme et aussi voir la satisfaction des participants. Donc, il y a une combinaison de différentes méthodes de recherche, la qualitative parce qu'il y a l'entretien dirigé, mais aussi des outils cliniques et des questionnaires standards. Donc, un des résultats principaux qui nous a vraiment intéressés et puis qui va continuer à nous intéresser par la suite, c'est le niveau de santé des proches aidants. Donc, au début, ils avaient un niveau de santé qui est plus faible que le niveau de santé dans la population générale. Et ça a permis d'améliorer ce score de manière statistiquement significative avec un effet dû à l'intervention qui est moyen, mais il y a 21 participants là. Donc, on était plutôt rassurants et plutôt satisfaits de ce score. Ça a permis également d'améliorer l'optimisme des proches pour leur avenir et leur propre vie. Au niveau des résultats qualitatifs, donc on a fait ces entretiens concernant la satisfaction, mais j'avais plutôt envie de partager avec vous, si ça joue, un témoignage direct, parce qu'il y a eu un documentaire qui a été tourné sur le sujet des proches aidants, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en termes de santé publique en Suisse, le rôle de l'aidant, indépendamment d'exercice, c'est pas que en psychiatrie, mais aussi dans les autres domaines. Et donc, je voulais partager le témoignage de la participante qui a suivi le programme ensemble. Monique accompagne son fils Simon, aujourd'hui adulte, qui souffre de schizophrénie. Récemment, grâce au programme Ensemble, elle a appris à penser à elle et à écouter ses émotions. Vous avez pris du temps de tout ce que je vis autour de Simon, que ce soit au travers des réseaux, au travers de thérapie, comme ça. C'est que au centre, c'est Simon et nous autour. Ouais, et puis là, on le voit très bien dans ce schéma, c'est moi. Oui, et puis, je trouve que ça, c'est un élément très important pour moi, c'est que pour une fois, on parlait de moi. Puis ça fait du bien, quoi. Ah, tant mieux. C'est mon signe. Ok. Puis alors, crise de calme, ça j'utilise. Oui, c'est vrai. Occasionnellement, ça prend peu de temps, mais que ça fait du bien. Expirez l'air de vos poumons calmement, comme un ballon qui se dégonfle. Ensemble, ce sont des exercices très pratiques. Une sorte de boîte à outils qui a par exemple aidé Monique à résoudre un problème très concret. Le désordre qui régnait dans l'appartement de Simon. Recherchez un rythme respiratoire confortable. C'était en plein pendant que j'étais en train de faire ce processus et puis moi je me suis dit mais c'est quand même horrible de voir qu'il vit dans un chaos pareil, c'est indigne de lui.
Puis finalement, j'aurais pu réagir en disant je vais ranger ça chaud, puis comme ça sera rangé. Et puis peut-être qu'au travers de cette démarche, j'ai appris à me poser les problèmes, les solutions. Puis peut-être la première question qu'il y a à se poser, est-ce que pour Simon c'est important que sa chambre soit rangée? Salut Simon. Salut moi. Ça va? Ça va bien. À partir de là, il a pu me dire oui, c'est important. Je sais qu'il faudrait ranger ma chambre. C'est un point que je sais pas comment m'y prendre. Puis j'aurais besoin d'aide. C'est vrai que sans ça, je pense que j'aurais peut-être poussé un grand coup de gueule. Et c'est au ça que je trouvais qu'on arrive à des solutions pragmatiques, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, ouais. Puis là, il y a comme une sorte de montagne comme ça, tu vois. Ah ouais. Alors voilà, je suis très content. Après votre participation au programme Ensemble, est-ce que la quantité de votre engagement a changé? Peut-être pas ma quantité, non. La qualité, probablement. Parce que je pense... peut-être même que je fais moins d'heures, si on parle en quantité. Mais probablement que je fais autrement. Ce que je fais, c'est mieux pourquoi je le fais, quoi. Et puis, je pense que qualité, c'est mieux aussi. Ok, donc là, c'est vraiment la plupart des entretiens, on arrive à ce résultat en disant que la qualité de la relation avec la personne malade s'est modifiée et que eux, en tant que proches, se perçoivent dans un rôle plus positif que ce qu'ils étaient auparavant. Et par ailleurs, il y a eu des changements qui ont été verbalisés par les participants, des changements positifs après leur participation au programme Ensemble. 70% d'entre eux ont relevé des changements positifs et pour la plupart d'entre eux, c'était lié directement à leur participation au programme. Donc, ils pouvaient identifier en disant ces changements-là sont dus à la participation. Ils ont relevé aussi que la situation des patients s'était améliorée. Mais toutefois, on n'avait pas contrôlé des variables auprès du patient parce qu'on voulait un programme complètement indépendant en fait et ciblé sur le proche aidant. Donc du coup, on n'a pas pu quantifier si c'était lié au programme ou pas. Mais toutefois, environ 45% des proches nous ont dit mais moi je pense que c'est lié à votre programme parce que maintenant on communique mieux et du coup il y a moins de colère, moins d'attentes irréalistes. Donc, dans les changements positifs, ce qui est sorti, c'est vraiment la diminution des émotions douloureuses, d'avoir des réponses quant aux questions qui permettent une meilleure compréhension du patient, indépendamment du diagnostic. C'est vraiment de la personne, comment elle vit au quotidien, et d'avoir une meilleure communication avec le patient, mais aussi avec les autres membres de la famille et les professionnels de la santé, et aussi d'avoir des capacités de poser des limites en tant que proche, de pouvoir se respecter dans sa propre santé et son équilibre. Tous, ils étaient très satisfaits, donc je ne vais pas commenter cette dia, mais ils étaient vraiment très satisfaits et de la qualité de l'intervention et des informations reçues par rapport au protocole de la recherche. Donc, en discussion, ce qu'on a pu retenir de cette expérience, c'est que le programme Ensemble est approprié indépendamment des phases de la maladie et indépendamment des diagnostics du patient. Il permet d'améliorer la santé des proches, comme je vous disais tantôt. Donc, quand on compare ce score de santé, des niveaux de santé par rapport à la population générale, ils avaient un score inférieur, plus élevé en fait de souffrance par rapport à la population générale. Et à la fin de la participation, ce score se rapprochait du score de la population générale, qui est une population non clinique. Donc, c'était vraiment rassurant. Et en plus, tout l'aspect qualitatif qu'ils ont sorti. Donc, une fois que la thèse s'est terminée, là, il fallait pouvoir se reposer un peu, me rétablir moi psychologiquement. Et du coup, là, on est en train d'envisager une étude expérimentale au niveau de la Suisse romande. Donc, voilà, on va continuer les recherches autour de ce programme.
À côté de ça, pour pouvoir exister dans la sphère scientifique, académique, et pour pouvoir développer aussi un profil académique, il y a besoin d'être connecté avec d'autres chercheurs et notamment d'avoir des collègues qui font des recherches autour des axes similaires. Et là, ces deux projets connexes, donc complémentaire au programme Ensemble, un projet qui a ciblé les compétences infirmières, c'est d'aller interroger les professionnels de la santé, de savoir quelles sont les compétences qu'ils ont, qu'ils mobilisent auprès du proche lorsque le patient est hospitalisé. Et un autre projet qui est en cours actuellement, c'est de voir quel est l'écart entre tout ce qui est proposé auprès des proches aidants dans notre système socio-sanitaire en Suisse romande et les besoins des proches. Donc, on est en train de faire ces différentes recherches pour pouvoir mieux cibler aussi dans quel type de dispositif de soins on peut proposer le programme Ensemble pour qu'il soit plus efficace et rapidement mis à disposition du proche aidant. Donc là, je suis en collaboration avec différents centres, notamment aussi avec l'Université d'Aix-Marseille en France et en Suisse romande avec différents centres, des associations de proches pour pouvoir mener cette étude expérimentale. Donc, par ailleurs, ma thèse a été soutenue aussi par une donation, donc pour développer le programme Ensemble, que je remercie ici le docteur Engelhorn et notamment mes deux institutions pour m'avoir donné du temps et l'association des proches aidants pour d'avoir contribué activement. Donc ça, c'est mon directeur de thèse, Claude Leclerc, qui vient du Canada. Mon co-directeur de thèse, Charles Bonsac, et mon mentor, Jérôme Favreau, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans une carrière, quand on débute, là, on est novice, c'est bien de s'entourer des gens efficaces et qui peuvent présenter nos mentors. Une des questions que je voulais aussi partager avec vous, c'est ce développement de profils scientifiques dans la discipline infirmière. Et en tout cas, par rapport à mon expérience qui a été dense, c'est qu'en Suisse romande, en fait, il y a eu le développement du cursus académique au niveau master et doctorat. Donc moi, j'étais vraiment dans cette volet-là. Donc j'ai pu bénéficier du niveau bachelor, du niveau master et doctorat. Donc c'était une plus-value que ça se développe dans notre contexte. Ensuite, les derniers changements qu'on avait, c'est la reconnaissance de la contribution infirmière dans le développement des connaissances aux soins des services multidisciplinaires. C'est vraiment, ces derniers temps, il y a une reconnaissance qui m'a permis, moi, du coup, de me repositionner plus facilement. Par ailleurs, ce qui était dans mon parcours, c'est que j'avais un poste conjoint clinique, recherche et enseignement durant mon cours de thèse. Donc, j'avais accès au terrain directement. Donc, on parlait ce matin de ce modèle médical qui garde un pied dans la clinique. Donc, durant ma thèse, j'ai pu garder ça. Puis, je pense que c'est vraiment une richesse parce que les problèmes qui sont traités dans nos recherches, que j'estime une recherche appliquée dans les disciplines, viennent du terrain. Et puis ensuite, on va essayer d'y répondre le plus possible. Un autre avantage, c'est la confrontation avec d'autres profils, d'autres disciplines qui ont un profil académique. Et notamment ces journées, je pense que c'est vraiment une richesse de pouvoir aussi se confronter à nos pairs pour être toujours dans cette construction de savoir, parce que les connaissances, elles sont valables 5, 10 ans et après, elles sont obsolètes. Donc, il faut les mettre à jour tout le temps. Donc, voilà. Et puis là, je voulais juste partager avec vous dans ce développement. Donc, mes travaux de thèse ont été primés par la faculté de biologie et médecine. Donc, on voit que dans cette reconnaissance, on commence aussi à avoir un poids au niveau de la reconnaissance des profils académiques. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. On peut prendre des questions ou pas? Moi, j'en avais une. Comme l'intitulé, c'est « Les proches », pour moi, ça renvoyait à la famille.
Alors que ce que tu as traité, c'est du proche. Et du coup, comme c'est du proche, la question que je me posais, c'était pourquoi la mère plutôt que le frère, ou plutôt le père, ou pourquoi pas le collectif, sachant qu'il y a des travaux qui ont été faits. Je pensais par exemple à Eric, une équipe autour de Paris, et le travail de Christian Gay, qui avait insisté sur l'ambivalence et l'ambitendance des proches. Voilà, je me demandais pourquoi ce choix-là d'un proche issu de la famille plutôt que toute la famille. Alors, bon, j'ai pas eu le temps de te présenter en détail, mais le programme Ensemble, c'est individualisé. Donc, et il m'est arrivé de suivre plusieurs membres de la même famille. Par exemple, le père, la mère et la sœur de la même famille. Mais comme c'est une démarche individualisée, mais c'est vrai que tu as raison, c'est une intervention auprès du proche aidant. Et pas des proches aidants parce que c'est une intervention individualisée. Mais plusieurs membres de la même famille pouvaient y participer du moment où ils entraient dans cette démarche individualisée et dans le processus du programme Ensemble. Donc, j'ai eu l'occasion de suivre plusieurs membres de la même famille. Et c'était très intéressant de voir que les besoins, les difficultés vécues par les différents membres de la famille étaient complètement différenciés. Par exemple, la sœur qui a par ailleurs faisait beaucoup d'activités de plaisir avec sa sœur atteinte de schizophrénie, partageait plus volontiers les idées délirantes ou ces aspects-là, alors que la mère ne pouvait pas entendre, ne savait pas comment se repositionner. Et cette sœur disait, mais souvent on fait des activités de plaisir ensemble et là je suis en difficulté parce que je ne sais pas comment réagir. J'ai envie de suivre le programme Ensemble, mais ce qui est sorti, c'est que la fratrie a un rôle très important dans la préservation du lien social du patient et de garder les activités de plaisir, de garder une dynamique vraiment autre que la maladie. Ils ne se sont pas focalisés peut-être sur le plan de traitement ou impliqués directement dans les plans de traitement, mais par ailleurs, ils ont une implication énorme auprès du patient dans le quotidien, notamment par les activités de la vie quotidienne. Oui, genre partage de la musique, des choses comme ça. Ouais. Une question. Ah, là-bas, au fond, en haut, à droite. Oui, Fouad Belmounet, je suis infirmier de recherche clinique au CHU de Saint-Étienne. Ma question est celle de savoir si nous pouvions faire le parallèle avec cette notion de père aidant, de malade, de schizophrène en l'occurrence, cliniquement stable, qui mettent à disposition leur contribution pour aider les équipes dans la prise en charge des patients hospitalisés. Oui, la question s'est beaucoup posée de comment impliquer, en fait, parce que les proches dans les associations ont un rôle vraiment considérable en tant que père pour d'autres proches, notamment par des soirées de partage ou partage d'expériences, partage des astuces. Et la question s'est posée de savoir est-ce que c'est un professionnel qui doit animer le programme Ensemble ou un proche. Et là, clairement, dans les conclusions, c'était confirmatif de se dire les proches font le partage d'expérience, mais il faut un professionnel pour développer ce rôle d'aidant parce que c'est quand même, ça repose des questions intimes d'identité, d'espoir. C'est quand même un accompagnement qui nécessite un professionnel de la santé, et notamment un professionnel de la santé mentale, tout en disant que la collaboration avec les proches doit être privilégiée. Ensuite, les pairs patients. Donc, nous, on collabore beaucoup dans notre laboratoire d'enseignement et de recherche santé mentale et psychiatrie à la source avec des pairs praticiens qui ont suivi une formation d'une année, en fait, qui ont un titre de père praticien et qui collaborent dans des recherches et dans l'enseignement avec nous. Donc, on les implique ou dans la clinique. Donc, on essaye vraiment de les impliquer de plus en plus parce que, du coup, ça nous permet de garder le contact directement avec l'expérience vécue. Donc, ça, c'est toute la nouvelle vague, je dirais. L'avantage du programme Ensemble, c'est que ça a été construit avec des proches.
Donc, ils étaient impliqués dans le processus de conception du programme. Donc, ça, c'était aussi un avantage de les avoir durant la conception. Merci Chirette. Merci beaucoup.